Tu m'as dit que tu pouvais couper. Bienvenue dans les Blabla du Quai, le podcast où l'on s'arrête un instant sur le port de Bénodet, face à la mer, pour écouter les histoires de celles et ceux qui l'ont connu, aimé, affronté. Ici, au bar des Bluniers, entre un café, un verre et un souvenir, on parle de vie, de vent et du temps qui passe. Je suis Laurent et chaque mois je tends le micro à une voix du bord de mer pour une conversation intime, drôle, touchante, parfois poétique, mais toujours vraie. Installez-vous, le quai est tranquille, l'histoire commence. Isabelle, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Isabelle. Ouessant, que représente Ouessant pour vous ? Ouessant, c'est un héritage familial. C'est une terre entourée d'eau, parce que c'est une définition d'une île. C'est le contraire d'un lac. Un lac, c'est de l'eau entourée de terre, et une île, c'est une terre entourée d'eau. Donc Ouessant, c'est la famille. Pour vous, c'est plutôt un refuge, un point de départ ou une identité absolue ? Ouessant, c'est l'horizon, c'est le grand large, c'est la navigation au long cours, c'est l'aventure, et en même temps, c'est l'intimité et le cocon familial. Bienvenue sur les quais. Ici, au bar des Bluniers à Bénodet, les voix se succèdent, mais les histoires de passion demeurent. Dans l'épisode 6, nous avions pris le large avec Henri Lebal pour une traversée poétique et philosophique. Aujourd'hui, nous restons en famille sur le quai. Et pour découvrir un tout autre sillage, j'ai l'immense plaisir d'accueillir celle qui partage sa vie, Isabelle Lebal-Causant. Isabelle, c'est avant tout une femme engagée, une personnalité multipalette qui habite le territoire avec une énergie rare. Que ce soit dans l'arène politique à Quimper ou à la direction du Festival du Livre Insulaire de son île d'Ouessant, elle porte une voix forte, ancrée dans la tradition et l'identité bretonne. Avec elle, nous allons explorer son lien viscéral à la mer d'Iroise, son goût pour les mots et ce qui pousse une femme de conviction à toujours regarder vers l'horizon, même par vent contraire. Bonjour Isabelle et bienvenue dans les Blabla du Quai. Tout d'abord, merci de venir au bar des Bluniers aujourd'hui à Bénodet. De temps en temps, tu viens de balader un petit peu aussi à Bénodet pour oxygéner l'esprit et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un petit peu de public qui est autour de nous et je les en remercie. Alors Isabelle, la mer d'Iroise, c'est une mer de passage, de tempête. Est-ce que ça t'a forgé quelque chose dans ton caractère ? Certainement. D'abord, Iroise, ça veut dire Irois. Ça vient d'un mot qui suppose que c'est irlandais. Donc c'est bien l'identité que j'ai et que je revendique. La mer d'Iroise, c'est à la fois la tempête, bien sûr, la navigation, mais c'est aussi une mer profondément celtique et profondément finistérienne, dans ce département qui a 3 mers, la Manche, l'Iroise et l'Atlantique. D'accord. Alors, je trouvais qu'il était intéressant de vous rencontrer, Isabelle, parce que dans l'épisode numéro 6, nous avons rencontré votre mari, Henri, et il nous racontait notamment ses balades sur les chemins étroits de Ouessant. Est-ce que vous faites aussi ces balades ? Dans quelle démarche ? Comment vous vivez l'île de Ouessant ? Sûrement pas de la même manière que lui, puisque moi j'ai beaucoup de famille et d'amis, donc Ouessant c'est d'abord la convivialité, on va chez les uns, chez les autres, jusqu'à il y a pas longtemps, les maisons étaient toujours ouvertes. Maintenant le monde change aussi à Ouessant, et donc on rentrait chez Paul, chez Chantal, chez Véro, on déposait un œuf, ils nous ramenaient un poisson. Ça fait partie de l'identité communautaire, donc s'ils sont là on dit bonjour, on reste boire un café. La nature d'Ouessant, comme disait ma tante, ça fait 20 ans que je n'ai pas été au nord de l'île. C'est-à-dire qu'on a des tropismes, c'est comme sur un bateau, il y a bâbord, il y a tribord, et puis à Ouessant, quand on est du sud, on reste souvent dans le sud. Donc quand on va dans le nord, on prend la voiture. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, avant de commencer notre émission, vous m'avez parlé de quelque chose qui m'a interpellé. Donc, vous m'avez indiqué qu'il existait un rite funéraire spécial, qui est utilisé sur l'île de Ouessant, Enez-Eusa. Est-ce que vous pourriez nous en parler brièvement ? C'est un rite unique de l'archipel de Ouessant et Molène. On en trouve un peu dans les Côtes d'Armor, des grands pays maritimes. C'est un rite celtique ou ? C'est un rite breton parce qu'en fait, c'est pour les disparus en mer.
qui sont liées à l'histoire d'Ouessant, qui est une île de navigateurs. Et quand il y avait un Ouessantin qui disparaissait en mer, même on a trouvé des traces de causant au XVIIIe siècle sur des navires aux Antilles. Comme on n'avait pas de corps, c'est un rite de double sépulture en fait. On remplace le mort qui a disparu en mer par une petite croix de cire qu'on dépose dans une urne qui est classée monument historique aujourd'hui dans l'église d'Ouessant. Et on attend que le disparu en mer, peut-être que le corps reviendra, on n'en sait rien. Et au bout d'un moment, l'église catholique fait une messe et on transporte la petite croix de cire dans un monument funéraire qui est dans le cimetière. Donc, si jamais le corps revient sur la plage, si c'est dans les alentours, on va l'enterrer. Mais en attendant, on n'enterre qu'une croix. Et c'est un rite propre à Ouessant. Donc ça s'appelle la proéla. Proéla, ça veut dire, alors il y a des linguistes qui se partagent la traduction, donc pro c'est le pays, hein. Uela c'est là-bas, le ciel, le pays d'en haut. Et donc on prie pour les morts même s'il n'y a pas de corps. Il y a beaucoup d'îles qui ont des rites funéraires spécialisés, enfin comme Madagascar par exemple, hein. Il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. D'accord. Bon, alors ça évoque un petit peu ce qui se passe dans l'héritage familial finalement. Vous portez un nom emblématique du Finistère et de la Bretagne, en particulier du pays de Ouessant, puisque votre nom de jeune fille c'est Isabelle Causant. Comment vous portez cet héritage familial, notamment de votre père, qui est sans doute la personne, on va dire, emblématique. Comment on porte un nom qui a compté comme ça pour la Bretagne et pour le Finistère? Avec grande fierté, puisque c'est un engagement qui m'habite toujours et que j'ai suivi. Effectivement, mon père est né d'un Ouessantin qui était commandant dans la marine marchande, donc on a une tradition maritime familiale côté Causant, mais du côté de ma mère aussi, puisque mon autre grand-père, qui était des Monts d'Arrée, était commandant dans la marine royale. Donc voilà, on a un héritage de navigateur, de commandement aussi, puisque mon père était député aussi membre de la commission de la défense. Et pour moi, la mer, c'est aussi lié aux bateaux de guerre ou aux aventures maritimes lointaines où la France était engagée. J'ai un oncle qui nous racontait, il y a le sabordage de la flotte à Toulon, tout ça, c'est un autre qui est mort dans le sous-marin Le Proté. Je veux dire, il y a une tradition maritime que j'ai acceptée, que j'ai interrogée d'ailleurs, parce que l'histoire bretonne, souvent on ne demande pas à ses parents ou à ses grands-parents où ils étaient pendant la guerre. Moi, c'est quelque chose qui m'habite, de savoir d'où je viens. Donc, mon père est un homme politique majeur de la Bretagne. Il a marqué par son engagement. Alors, c'est une époque, hein, c'est l'époque de la décentralisation, hein. C'est-à-dire l'époque des années de fer où les élus locaux avaient du pouvoir et de l'argent. Ils pouvaient faire des choses, créer des choses. Donc, il a créé, parce qu'il avait une appétence pour la culture, il a créé des musées, il a ouvert des châteaux, l'abbaye d'Aoulas, le Parvers Maurigue, beaucoup de monuments du Finistère lui doivent quelque chose. Donc j'ai baigné dans cette vie-là, de l'engagement, de l'action sociale de l'Église aussi, je vais dire très clairement. C'est la démocratie chrétienne. Aujourd'hui, ça dit peu de choses aux gens, mais c'est servir sa famille, sa commune, sa région, l'Europe. Et vous pensez que cette décentralisation du pouvoir était quelque chose de très positif par rapport au modèle plus régalien aujourd'hui, plus centralisé encore? Oui, parce qu'il y avait une responsabilité individuelle et le sens de la responsabilité partagée collectivement. Aujourd'hui, on a un individualisme, on a un matérialisme, on a un repli sur soi qui fait que... On voit bien d'ailleurs aux élections d'aujourd'hui municipales, il y a beaucoup le culte du chef. On voit la tête de liste et il y a moins une équipe qui s'engage, alors que c'est une équipe qui travaille au service. Donc je pense que la décentralisation a marqué la vie politique en Bretagne, a permis de faire beaucoup de choses et a permis de faire parfois des originalités, des expérimentations, a donné du pouvoir aux élus. L'État, je vais dire, je vais parler de l'affaire de Fañch, puisqu'on est sur le sujet de l'identité bretonne et d'un État qui parfois ne prend pas en compte la réalité de la culture. En mai 2017, j'étais adjointe au maire d'Astreinte. Et donc, c'est tombé sur moi un dimanche. Il y a des parents qui disent à l'hôpital de Quimper, on refuse d'appeler notre petit garçon Fañch avec un N et une petite vague dessus, un tilde.
Et donc moi, j'ai engagé ce combat-là, qui aujourd'hui est résolu, qui était interdit par la circulaire de Taubira, ministre de la Justice, qui disait on ne peut pas employer des signes diacritiques dans la langue française. Donc une interdiction complètement, moi j'appelle ça farfelu, parce que c'était de la rigidité républicaine. Ce petit garçon ne menaçait pas les valeurs de la République ni de la démocratie. Donc j'ai mené ce combat, un peu dans l'esprit de mon père. C'est vrai que l'idée de porter des symboles, des combats symboliques sur l'identité culturelle en Bretagne, fait avancer les choses. Lui, il l'a fait sur l'école d'Iwan, moi je l'ai fait sur le NTD. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on mène ces combats, même s'ils mettent 9 ans à aboutir. C'est le cas pour le Petit Franche. De Ouessant et de tout ce que vous venez me dire, en fait, de Ouessant, vous êtes par un vent d'ouest. Arrivé aussi, vous êtes très ancré sur la ville de Quimper, avec quelque chose de très important, je trouve, qui vous caractérise, c'est un petit peu le moteur dans l'engagement. Pourquoi vous avez choisi le combat politique et notamment un engagement très fort pour la Bretagne ? Alors je me suis engagée, j'avais une trentaine d'années, sur une première liste municipale pour perdre les élections. Comme ma mère l'avait fait avant moi en 71, elle avait aussi perdu les élections. Parce que quand on fait des combats pour ses idées, parfois on ne pense pas forcément à la victoire et on est des mauvais candidats alors qu'on va être des bons élus. Ça, je retiens ça de ces 25 ans de mandat à la ville de Quimper. Pourquoi je me suis engagée ? Pour la passion de servir ma ville, ma commune. Quimper est un symbole aussi de la culture bretonne. Et j'étais adjointe à la culture sous Alain Gérard. Faire des choses concrètement, c'est-à-dire construire une maison pour tous, rénover un bâtiment, aider les gens à porter leurs projets. Donc c'est un engagement d'humanisme, bien évidemment. Parce qu'on fait pas ça on fait plus ça, enfin en tout cas moi c'est pas mon esprit, c'est difficile de faire carrière quand on sert des intérêts locaux, je pense que c'est pas l'état d'esprit des élus locaux, on n'est pas là pour faire carrière et on n'est pas là pour servir l'argent non plus parce que c'est pas fait pour ça. Donc un engagement sur des idées et puis une envie de faire bouger les choses et de créer. Aujourd'hui ça doit être plus difficile pour les élus de sortir des projets de terre et d'accompagner des projets des associations ou des entreprises. Alors, comment, quand on est une femme, on réussit à s'imposer comme ça dans un débat public et avoir des fonctions importantes ? Vous avez été maire adjointe. Comment ça se passe ? Je pense que ça a toujours été compliqué pour les femmes de s'engager en politique. Et aujourd'hui encore. J'ai vu un reportage à la télé il y a 3 jours en disant « Tiens, vous êtes une femme politique, pourquoi vous êtes habillée en rose ? Pourquoi vous êtes habillée en bleu ?» C'est-à-dire que les médias d'aujourd'hui caricaturent aussi beaucoup l'engagement féminin sur l'apparence, la superficialité, et cantonnent les femmes à avoir des engagements sur adjointe aux affaires sociales, adjointe à l'éducation. Moi, par mon combat, j'ai beaucoup négocié, et donc il faut de l'autorité naturelle, et l'autorité politique s'acquiert par l'engagement en fait et par le respect des valeurs qu'on représente. Et quand on a des valeurs, on les impose et on discute parfois âprement des négociations politiques qui font l'objet de combats, mais bon, on n'en est quand même pas à Gladiator, mais il y a quand même une volonté très forte de tenir ses engagements et de dire non quand il faut dire non. Et moi, je sais dire non. Est-ce que finalement, cette politique de quotas, c'est-à-dire maintenant on est à la parité sur les listes électorales, notamment municipales, est-ce que cette discrimination positive, au sens noble du terme, est-ce que pour vous c'est plutôt un bon point ou est-ce que finalement, d'après ce que vous dites, ça pourrait être une difficulté supplémentaire pour les femmes dans leur engagement politique ? Aujourd'hui, en 2026, je pense que c'est pas une bonne chose. Parce qu'on va chercher à mettre des femmes à des numéros. Et je trouve que c'est une régression politique parce que plutôt que d'avoir des femmes qui sont engagées, qui font le boulot aussi de se former, parce qu'on n'arrive pas en politique sans faire un effort de curiosité intellectuelle, de lecture, de formation et de dire maintenant je me sens prête à y aller, on va chercher des femmes qui remplissent des cases. Et on se rend compte une fois élues qu'elles ne sont pas à l'aise, qu'elles ont du mal à gérer toutes leurs obligations. Donc il vaut mieux une femme convaincue et volontaire plutôt que d'aller chercher un numéro. Donc je ne suis pas sûre que la loi aujourd'hui soit une bonne chose. En tout cas,
Je vois beaucoup de femmes qui regrettent une fois qu'elles ont été élues parce qu'elles ne se rendaient pas compte de la difficulté et qui lâchent prise en cours de mandat. Donc ça ne donne pas une bonne image de l'engagement des femmes en politique locale. J'ai souhaité vous rencontrer, Isabelle, parce que, effectivement, comme on vient de dire, je vous pense en femme d'engagement, et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est admirable. Je trouve aussi que vous avez une énergie très importante dans la défense de beaucoup de valeurs, et ça, c'est très, très positif, notamment sur un dossier très particulier qui est éventuellement la notion de Bretagne à 5 départements. Est-ce que vous continuez cet engagement? Est-ce que vous pensez que c'est toujours aussi pertinent? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un résultat? Où en êtes-vous sur ce dossier? Toujours au combat. Alors je dis l'énergie, c'est un peu comme les forces telluriques à Ouessant sur le Cromler, quoi. C'est un enracinement terrestre. La force vient de la terre en Bretagne, hein. C'est notre terre, c'est notre identité. Il faut rappeler aux auditeurs que le fait que Nantes soit détachée de la Bretagne, c'est un décret scélérat du maréchal Pétain en 1941. Donc ce n'est pas une volonté de la Bretagne, ni même de la République française. On est en temps de guerre et on coupe la Loire inférieure de la Bretagne pour des raisons d'occupation. Ce combat-là, il est juste parce qu'on va retourner sans arrêt en manifestant, en faisant des pétitions, pour retrouver une identité qui, pour moi, est un engagement européen. La région Bretagne a 5 millions d'habitants, c'est-à-dire avec sa capitale Nantes et la Loire-Atlantique, c'est une région d'Europe qui compte. C'est presque le même nombre de la population que certains pays européens. Et la Bretagne peut discuter avec l'Écosse, avec les pays celtiques, avec le Portugal, sans passer par Paris, si on reconnaît sa force économique, sociale et politique. Donc c'est un combat que je continue de monter. La Bretagne à 5 n'est pas défendue ni par les socialistes ni par les républicains d'aujourd'hui, parce qu'ils ont peur que la Bretagne justement apparaisse et qu'elle sorte d'un carcan administratif. Voilà. Donc la Bretagne à 5, c'est l'Europe. Aujourd'hui, il y a pas mal de voix qui commencent à s'élever en disant que l'Europe telle qu'elle est dessinée aujourd'hui et telle qu'elle fonctionne n'est pas forcément éventuellement le meilleur modèle. Dans cette perspective, avec cette Bretagne éventuellement forte, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous positionnez en tant qu'Européenne convaincue? Voilà, je pense que l'Europe il y a beaucoup de travail pour en donner une identité politique. On a une envie de se regrouper, c'est une volonté. Mais il manque de structure politique presque fédérale, je vais employer ce mot-là, parce que ça me plaît de parler de ça, c'est-à-dire un fédéralisme avec peut-être quand même une identité politique qui gouverne, parce qu'aujourd'hui, c'est critiqué parce qu'on ne parle que d'argent et d'économie, et que l'Europe sociale ou l'Europe politique n'est pas faite. Je reprends l'exemple du NTD. Si on avait un état civil européen, c'est-à-dire un petit enfant qui naît en Espagne, en Allemagne, en Bretagne, en Angleterre, il prendrait en compte les identités linguistiques de toutes ces langues. Et un enfant européen né avec un NTD, ça ne dérange personne. Donc ça permet de faire une ouverture administrative sur une France parfois qui s'appuie sur des décrets, alors qu'on a envie d'ouvrir les portes, voilà, de vivre ensemble au niveau européen. Certains pourraient vous dire, mais à ce moment-là, ce sera la fin des nations, si on imagine ce modèle très fédéral, avec des régions très très fortes, comme les Landes en Allemagne. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense que on a subi le Brexit, qui est une monarchie, mais je pense que la Grande-Bretagne reste une nation forte, même en n'étant pas européenne. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour l'Espagne, ou d'autres pays européens plus éloignés de nous, en kilomètres ou en géographie. Je pense que l'Europe ne détruit pas l'identité nationale et la souveraineté nationale, au contraire. Elle est à réinventer, c'est une question, voilà. Alors après, on peut critiquer les chefs d'État qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui... dans tous les différents pays européens, qu'ils soient des rois, des reines ou des présidents. Non, je ne pense pas. Je pense que la culture permet d'avoir une identité forte. La France, elle a une architecture, elle a de la musique, elle a des poètes, elle a des écrivains qui ne vont pas s'auto-dissoudre dans un fédéralisme. Tout ça, c'est des fausses critiques. Maintenant, c'est un idéal. Donc, avec tous les idéaux, c'est difficile à atteindre. Je sais aussi que vous êtes très, très à l'écoute de la phare des mots, parce que vous êtes femme, en dehors d'être très cultivée, très active aussi dans la littérature, le théâtre et l'humain. Vous avez inventé et vous conduisez le Salon du livre insulaire,
à Ouessant. Quelle est l'idée? Pourquoi donner autant d'importance aux voix insulaires du monde entier, justement, à Ouessant? Je pense que les îles sont des laboratoires et les îles sont à l'avant-garde, que ce soit en termes de littérature ou d'environnement, ou de mise en place de politiques publiques. Je veux dire, quand on est d'une île, on connaît sa finitude, on connaît ses contraintes, on connaît aussi ses initiatives. Il y a un livre qui disait que la Corse était un laboratoire, hein, c'est un livre de sociologie, qui dit aussi qu'on peut inventer des modèles dans les îles qu'on n'invente pas ailleurs. Donc c'est vrai pour toutes les politiques et c'est vrai pour la littérature. Qu'on soit un poète haïtien en exil à Montréal ou qu'on soit un romancier malgache ou un écrivain breton qui vit à Belle-Île, on invente parce qu'on peut trouver dans la force de l'île, la force humaine et physique, une envie d'horizon tout d'abord. Je me rappelle d'un roman qu'on avait récompensé d'un auteur de l'île Maurice, ça s'appelait Bénarès. C'était 2 jeunes insulaires à l'île Maurice qui partaient en voiture pour faire la Java dans la capitale et qui, à chaque fois qu'ils avançaient quelque part, il y avait la mer et ils ne pouvaient plus avancer. Et ils rêvaient d'aller un jour à Bénarès et ils ne pouvaient pas. Et ce roman, c'était l'imagination. Et la littérature insulaire, elle se caractérise par, malgré les difficultés parfois politiques et économiques qu'on connaît dans les milieux insulaires, d'éditer un livre, de le donner à lire à des enfants. Il y a beaucoup d'îles qui n'ont pas d'éditeur, parce que c'est difficile, hein. Donc on défend les librairies, on défend les éditeurs et on défend les auteurs. Et ils ont des voix, je ne vais pas dire singulières parce que ça les enferme. Je veux dire, les voix des auteurs insulaires ou des romancières des îles sont aussi fortes que celles qu'on peut commander dans une maison d'édition nationale ou internationale en disant tu vas faire un livre sur Ouessant, parce que c'est très à la mode de faire des livres d'îles. Non, ils ont une autre petite musique. Et cette musique, elle raconte parfois autre chose que le sujet de l'île, mais elles ont quand même une matérialité. Elles sont inspirées parfois par une langue minoritaire, c'est vrai, dite régionale, que ça soit dans l'océan Indien, le créole ou aux Antilles, ou les langues vernaculaires en Polynésie. Je crois qu'il y a 25 000 langues dans l'océan Pacifique. Donc il y a le respect des mots, le respect des ancêtres, le respect de l'insularité et le respect de la mer, c'est certain. Elles ont en point commun d'avoir un rapport à la mer, qu'il soit on part en pirogue ou on part en ferry, mais la mer, ça fait partie de l'identité insulaire. Et cet horizon maritime insulaire, il est sur les grandes ondes, il est sur la découverte, il est sur l'imagination. Donc la littérature insulaire, c'est un monde que je défends depuis 1999, qui est vu parfois comme une prison ou un paradis. Ce n'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt c'est les deux. C'est un peu la double face de la pièce, hein. C'est un paradis ou une prison, il faut savoir en sortir et les livres permettent d'en sortir. Familialement, vous êtes aussi engagé, ce sera le mot de cette interview, vous êtes très engagé dans les Galeries de Bretagne qui sont à Quimper et aussi dans la Compagnie du Parvis. Comment ça nourrit votre quotidien, cette suractivité, cette activité culturelle très forte dans des projets qui sont quand même très ambitieux? Je pense à l'oratorio qui est en préparation, dont Henri nous a parlé lors de l'épisode précédent. Comment ça vous nourrit tout ça? Alors je suis dans le travail depuis toujours, que ce soit la lecture, la littérature ou voilà. J'accompagne la création de produits ou de services culturels, c'est-à-dire des livres, l'édition de livres ou la production de spectacles d'Henri. Pour moi, c'est pas compliqué d'organiser la logistique et le marketing culturel. Je veux dire, c'est un savoir-faire. Ce que je vais faire en 1 heure, certains en prendront une journée. Je sais le faire. C'est une compétence. Voilà, de trouver 30 places de TGV pour aller à Paris ou réserver 50 billets de bateau pour la Ouessant. Tout ça, c'est de la technique. C'est assez facile. Je me pose pas là-dessus. La difficulté, c'est d'accompagner la création. La diffusion de spectacles, comme pour le Salon du Livre, ou comme les pièces d'Henri ou l'oratorio d'Henri, c'est que l'œuvre rencontre son public. Et de toucher aujourd'hui, par une communication adaptée, un public qui ne lit plus le journal, qui s'informe sur les spectacles, sur des réseaux et des plateformes qui sont aujourd'hui peu accessibles financièrement, donc il faut faire de la publicité. Donc la difficulté, elle est là. Mais bon, c'est assez facile, ce n'est que de la technique. Maintenant, je suis médiatrice, j'accompagne, mais je ne crée pas. Chacun ses talents, en fait, hein.
Que ça soit un écrivain qui va venir de Madagascar pour présenter un ouvrage sur une princesse malgache ou Henri qui fait un oratorio à Paris, l'intention est la même, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux artistes de pouvoir éclore. Et c'est vrai que depuis plus de 40 ans, j'accompagne les spectacles d'Henri. Il y en a une trentaine, hein, je pense. Voilà. Donc, c'est une passion et puis une envie de le faire, tout simplement. Qu'est-ce qui vous fait encore rêver, Isabelle, aujourd'hui ? La littérature. La littérature. Voilà, de lire un nouvel auteur et de plonger. Alors, si c'est mauvais, le livre me tombe des mains, mais il n'y en a pas beaucoup quand je les ai choisis, c'est que je les lis jusqu'au bout. L'imagination est dans les mots. L'imagination est dans la création littéraire. Donc ça, voilà, c'est mon jardin secret, c'est là que je m'évade et c'est là que je découvre des auteurs et des bouquins que je relis parfois d'ailleurs, pour retrouver ce plaisir de la lecture et puis de trouver un mot que je ne connais pas et d'aller chercher dans le dictionnaire et puis de me dire pourquoi cet auteur est parti sur ce point de vue-là. Je suis souvent surprise et la littérature, c'est vraiment ma liberté. Isabelle, vous avez un petit-fils. Si vous aviez une image de la Bretagne à lui donner, qu'est-ce que vous lui donneriez ? La Bretagne, elle est plurielle. J'hésiterais entre Ouessant et puis la Cornouaille ou les Monts d'Arrée. De respecter le paysage, qui est particulier ici, qui est maritime et qui est aussi l'Armor et l'Argoat. Je veux dire, c'est de respecter le paysage, ça ne veut pas dire d'être radical, mais ça veut dire de le faire découvrir, de marcher pieds nus dans un tremblay à Ouessant ou de regarder la mer à Douarnenez. Voilà. La Bretagne, c'est le paysage. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ceux qui n'osent plus s'engager ? N'ayez pas peur, les autres peuvent vous aider. Vous n'êtes jamais seul quand on s'engage et on peut partager des compétences et partager des émotions parce que dans l'engagement culturel, artistique ou même politique, il ne faut pas avoir peur. On a l'impression qu'aujourd'hui, les papiers, la paperasse, les règlements, voilà, non. On peut faire comme pour Fanche, inventer des nouveaux espaces de liberté. Voilà. Engagez-vous, n'ayez pas peur et puis il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à avancer sur un dossier. Isabelle, j'ai eu la chance de vous suivre pendant quelques semaines dans un de vos engagements politiques. J'ai pris énormément de plaisir et j'ai appris beaucoup grâce à vous. Et je ne vois plus la politique de la même manière, même si je pense que de mon côté, j'aurais du mal à trouver le temps aussi pour un engagement aussi fort que le vôtre. Merci Isabelle, nous avons vraiment passé un moment trop court pour moi, trop court pour moi pour ce moment, et nous allons continuer à discuter, je pense, et on va se reprendre un petit café dans ce café des Bluniers. Merci Isabelle, merci beaucoup. Merci à vous Laurent, et puis à très bientôt sur les ondes. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode des Blabla du Quai. Le voyage continue. Dans notre prochain rendez-vous, une nouvelle voix viendra enrichir nos échanges, pour nous emmener encore plus loin au fil des souvenirs et des marais. À très bientôt, ici même, sur les quais de l'Odé. Je ne suis pas née à Ouessant, je suis née à Quimper. Ainsi vont les Blabla du Quai.